On arrive à la fin. Donc, dernière conférence, c'est le résumé de tout ce que vous avez eu, c'est-à-dire en pratique, qu'est-ce que vous allez devoir faire, quel est votre rôle vis-à-vis du patient diabétique. Quels sont les différents axes sur lesquels vous pouvez intervenir et réaliser donc dès que vous rentrez chez vous. Évidemment, vous avez une place incontournable. Parce que vous êtes des omnipraticiens. Et en principe, tous les patients diabétiques de type 2 passent par vous avant d'aller vers le spécialiste. On vous a expliqué quand envoyer un patient vers un spécialiste dans certaines situations bien précises. Sinon, tous doivent passer par vous, être suivis par vous, avec des conditions évidemment. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes le premier relais des patients diabétiques de type 2, donc vous aurez sans aucun doute un rôle et dans la prévention primaire, dans la prévention secondaire et dans la prévention tertiaire. Donc, dans la prévention du diabète, vous avez eu donc la prévention, comment on peut prévenir les patients diabétiques de type 2. Donc, vous pouvez déjà diagnostiquer les prédiabétiques. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des patients qui ont un facteur de risque de développer le diabète, des patients obèses qui dépassent déjà l'âge de 35 ans, des patients qui sont obèses en surpoids, des patients qui sont sédentaires, des femmes qui ont eu déjà des gros bébés, des hypertendus, des dyslipidémiques, et surtout, les patients qui ont des parents diabétiques. Donc ceux-là, vous devez faire un dépistage du prédiabète et du diabète. Et là, à partir du moment où vous tombez sur des diabétiques, vous les traitez, vous passez à la prévention secondaire. Si vous tombez sur des patients prédiabétiques, il y a deux catégories. Vous avez l'hyperglycémie modérée à jeun et vous avez l'intolérance au glucose. L'hyperglycémie modérée à jeun, c'est les patients qui sont diagnostiqués avec une glycémie entre 1 et 1,25. Et les patients intolérants au glucose, c'est les patients que vous diagnostiquez avec la GPO, 2 heures après, où vous retrouvez 1,40, 1,99. Les deux sont considérés comme des états prédiabétiques. Et chez ceux-là, vous pouvez, bien sûr, appliquer une politique de prévention primaire, c'est-à-dire conseiller une réduction pondérale et conseiller une activité physique. Et si vous pouvez le faire à bon escient, vous pouvez réduire jusqu'à 50% le risque de diabète de type 2. Donc, cette action, c'est le dépistage. Vous pouvez participer donc à travers cette action dans le dépistage de masse. Excusez-moi. C'est quand vous faites des actions de santé publique à l'occasion de la journée mondiale du diabète où il y a toujours un enthousiasme quand vous rentrez chez vous, les gens sont enthousiastes, ils veulent faire des choses sur le diabète, etc. Faites-le, il n'y a aucune difficulté, sauf qu'il y a un certain nombre de règles à suivre. Vous avez mon email, vous avez tout, je vous transmets la fiche de dépistage. Il faut bien cadrer, commencez par un petit nombre, n'essayez pas de faire beaucoup, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait plutôt rentabiliser l'action du dépistage. Mais l'idéal, si vous voulez faire du dépistage, c'est de le faire au quotidien. L'idéal pour vous, vous recevez des patients diabétiques accompagnés de leurs parents. Donc, d'abord, ciblez ces gens-là. Ciblez-les, inscrivez une ordonnance et demandez-leur de vous faire une glycémie plasmatique à jeun, tout simplement. Voilà. Si vous le faites au quotidien, vous recevez un obèse, il n'est pas diabétique, vous lui faites une glycémie à jeun. Vous recevez un hypertendu, vous demandez une glycémie à jeun. Vous recevez une femme qui a eu un gros bébé, vous lui demandez une glycémie à jeun, c'est tout. C'est le dépistage au quotidien et ça vous permet d'aller plus vite. Une fois que la glycémie à jeun est supérieure aux normes, plus de 1,26 g, vous refaites une deuxième selon les recommandations. Si c'est plus de 1,26 g, c'est le diabète. Voilà. Si maintenant cette glycémie à jeun revient entre 1 et 1,25 g, vous êtes obligé de faire la GPO pour voir si ce n'est pas une intolérance au glucose en plus de l'HMG ou c'est peut-être un diabète qui a déjà une glycémie à jeun relativement altérée plus une glycémie postprandiale qui sera supérieure à 2 g. Voilà.
Vous pouvez également faire le dépistage à n'importe quel moment de la journée. Quelqu'un qui a des symptômes, vous faites la glycémie à n'importe quel moment de la journée, elle sera supérieure à 2 grammes. Donc ce sont les trois situations, mais l'idéal pour rendre service aux patients, c'est de le faire au quotidien, régulièrement. À chaque fois que vous recevez un patient qui a un facteur de risque du diabète, vous dépistez. Voilà. Il y a une opération de dépistage, participez également, ça va enrichir votre expérience, le contact avec la population, etc. Deuxième action que vous pouvez faire, donc, c'est le diagnostic du diabète. Donc, on passe la prévention, concernant tous les cas de prédiabète, au diagnostic du diabète. Le diagnostic du diabète est un élément important. Donc maintenant, vous connaissez les chiffres, vous connaissez les gens qui sont normaux, vous connaissez les gens qui sont prédiabétiques et vous connaissez le diabète. Donc en fait, vous pouvez répondre aisément à la question que posera des patients qui viendront chez vous, est-ce que je suis diabétique ou non? Donc vous êtes tout à fait dans vous avez la capacité de le faire sans aucune équivoque. Et je vous ai signalé les 4 façons de poser le diagnostic du diabète. Donc soit par l'hémoglobine glyquée, si elle est supérieure ou égale à 6,5%, soit par la glycémie à jeun plasmatique 2 fois supérieure à 1,26 g, supérieure ou égale évidemment, soit 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, plus de 2 grammes, égal ou supérieur à 2 grammes, soit supérieur ou égal à 2 grammes après le test de 75 grammes de glucose. Donc 4 manières de faire. Vous choisissez celle qui vous semble la plus adaptée et la plus faisable dans l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas d'hémoglobine glyquée, vous rabattez sur la glycémie plasmatique. D'accord? C'est tout. C'est un malade qui ne veut pas venir à jeun, etc. Ben, vous lui dites de venir l'après-midi, vous faites, etc. Donc, mais toujours, le diagnostic de certitude doit se faire par la glycémie plasmatique à jeun, l'hémoglobine glyquée, évidemment. Les prédiabètes, vous connaissez déjà, en plus des glycémies entre 1 et 1 g, 1,40 et pour l'intolérance et 1,99, vous avez également le taux d'hémoglobine A1C. Entre 5,6 et 6,9, vous avez l'hyperglycémie modérée à jeun, et ça vous permet de classer, comme je vous l'ai expliqué, les patients. Donc tous ceux qui sont entre 5,7 et 6,4 sont considérés comme des patients prédiabétiques. Voilà, vous avez des sujets à risque faible, les sujets à risque moyen, des sujets à risque élevé, très élevé. Donc, à partir de l'hémoglobine, vous répondez au patient. Il vous dit, par exemple, un patient arrive avec 4,8% d'hémoglobine. Ben, vous lui dites qu'il est normal. Il n'a pas de risque, il a un risque très faible de développer le diabète. Il arrive avec une hémoglobine à 5,6%. Il est prédiabétique. Donc, vous lui dites, vous avez 12 à 25 fois de risque de devenir à 5 ans diabétique. Mais si vous réduisez votre poids, si vous faites de l'activité physique, vous pouvez réduire considérablement ce risque. À partir de 6%, 6,5%, là, il faudrait aller vers la prévention des complications du patient, la rétinopathie. Donc, il faut absolument l'équilibrer. Il est déjà diabétique. Ce que vous pouvez faire ensuite, dès que vous posez le diagnostic du diabète, c'est classer vos patients diabétiques. En gros, 3 grands cadres de classification. Le type 1, insuline indispensable à la survie. Le type 2, comprimé ou insuline ou les deux. Mais l'insuline n'est pas indispensable, elle est indispensable pour équilibrer les patients diabétiques. Le diabète gestationnel, c'est le diabète qui survient pendant et peut disparaître après ou rester. Et puis les autres types de diabète, si vous avez quelque chose qui vous attire vers un Cushing, une acromégalie, etc., une hypocalémie, etc., vous évoquez la possibilité d'un diabète secondaire. Donc là, vous avez, et puis si vous avez dans la famille plus de 50% qui sont touchés par le diabète, là, il y a certainement un problème génétique, maudit ou autre. Vous vous adressez au CHU. Les CHU sont en contact avec les gens qui font que ça, que pour faire la génétique et les dosages génétiques familiaux, etc. Bon, ce qui vous aide à classer vos patients, on l'a déjà dit, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique et faire la part des choses. En gros, type 1, ça ressemble à ça. À gauche,
Le type 2 ressemble à ça, en gros, mais vous pouvez tomber sur des intermédiaires. Quand vous êtes sur un état intermédiaire, ben vous prenez le téléphone ou vous écrivez un email. Voilà, j'ai ce patient, il a ça, il a ceci, mais je n'arrive pas à le classer. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et on vous conseille de faire, ou le spécialiste du coin peut vous aider à résoudre le problème. Quatrième action, c'est d'assurer à tous les patients diabétiques la qualité des soins qu'il leur faut. Et là, on vous a parlé d'un tas de choses. Comment suivre les patients, comment prescrire un bilan des complications, comment faire l'éducation, comment leur faciliter la tâche, etc., etc. Donc tout ça, vous devez le faire dans de bonnes conditions, assurer les meilleures conditions et vous organiser. Par exemple, en rentrant chez vous, la chose qui est certaine, c'est que vous n'allez plus travailler comme avant. Ne serait-ce que réorganiser votre consultation, prévoir de petites séances d'éducation, ne serait-ce que commencer peut-être par le pied diabétique, trouver le moyen de travailler en groupe, c'est-à-dire des groupes de 2, des groupes de 3, organiser des rencontres pour les patients diabétiques, leur expliquer un certain... Donc il faudrait que votre pratique change. Si ça ne change pas, ça veut dire que vous faites l'autosurveillance glycémique sans autocontrôle, comme les diabétiques. Donc en fait, il faudrait agir sur le comportement, votre comportement à vous, et si vous ne faites pas du sport, il faut vous mettre à faire du sport. Si vous fumez, il va falloir arrêter de fumer. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de fumeurs mais vous êtes suffisamment conscient des dangers potentiels, vous l'étiez déjà, mais vous avez des arguments maintenant scientifiques sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, et puis on n'a pas parlé des autres, les avortements, la peau, etc., la denture, etc. Tout ça, c'est des effets néfastes du tabac. Donc en fait, continuer à fumer, c'est aller au-delà du suicide, etc. Sans compter les dépenses inutiles que vous pouvez donc mettre à la disposition de vos enfants en jeux, en livres, enfin tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que normalement vous êtes suffisamment conscient. Bon, s'il y a des gens dans la salle qui fument par exemple dans leur cabinet ou dans leur consultation, en dehors des malades bien sûr, mais c'est pas bien. Il faudrait que la salle de consultation ou le cabinet, il n'y ait pas de tabac dans le cabinet. Le patient qui arrive et qui ressent un peu la fumée, vos vêtements sont également imprégnés de tabac, c'est quelque chose un peu de... Donc essayez de vous remettre en question et de vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité de faire pour arrêter le tabac? Pareil, donc vous marchez un peu, faites un peu d'activité physique, etc., etc. Il faudrait que ça ait un petit changement dans votre comportement, sinon ça n'aurait servi à rien du tout. Donc à garantir les soins, la qualité de soins. En fait, la qualité de soins commence déjà par assurer à vos patients le minimum. Donc, vous avez eu hier l'examen clinique. On vous a dit que un minimum, c'est d'avoir un tensiomètre, un pèse-personne, une toise, un mètre-ruban, etc. Monofilament, etc., etc. Vous pouvez tous avoir un monofilament, le problème ne se pose pas. Mais il faudrait que le matériel ici présent soit dans votre cabinet de consultation. Et là, vous avez déjà commencé à garantir les meilleurs soins pour votre patient diabétique parce que vous prendrez leur tour de taille, vous prendrez leurs réflexes, vous testerez leur sensibilité, etc., etc. Et vous ne pouvez pas passer à côté de tous les problèmes dont on a parlé durant la semaine. Et là, pour réaliser un bon examen clinique, vous avez le temps nécessaire à la disponibilité, une bonne connaissance du diabète et de ses complications, et puis le matériel qu'il faut. Vous avez tout à fait en bas le guide du diabète qu'on a réalisé, ça fait plus de 2 ans. Normalement, une deuxième édition sortira bientôt. Dès qu'on aura la prochaine édition, on vous fera part de ça et puis vous aurez l'occasion d'avoir tout ce qu'on a discuté en pratique sur le guide du diabète qui a été vraiment inspiré du cours du diabète. Voilà. Les objectifs d'examen clinique, donc c'est diagnostiquer le diabète, ne pas passer à côté d'un diabète secondaire et rechercher d'emblée les complications du diabète. Donc
et peut-être la source d'infection, d'un déséquilibre du patient diabétique. Donc vous mettez dans la tête, quand vous examinez un malade, vous dites, voilà, je vais examiner, mais pourquoi faire? Parce qu'il est diabétique, je dois rechercher les facteurs de risque associés. Il est diabétique, peut-être qu'il a déjà des complications. Il est diabétique, peut-être qu'on est passé à côté d'un diabète secondaire. Je vois qu'il a il a un syndrome de Cushing, peut-être que, en fait, c'est des corticoïdes uniquement. Voilà. Donc, en fait, l'examen clinique a tous ces objectifs pour vous. Voilà, c'est simple. Donc, on ne peut pas passer à côté d'une hyperthyroïdie comme ça, par exemple. Un patient amaigri avec un goitre, une hyperthyroïdie avec une hypersituation, une obésité facio-tonsiculaire, des vergetures. Les vergetures, vous ne les verrez pas si vous ne déshabillez pas de malade. Clair et net. D'accord? Puis un malade qui a des calcifications comme ça, pancréatique, pancréatite chronique, une acromégale comme ça. Bon, juste l'examen clinique et vous allez vous habituer aux différents, etc. Cinquième étape, qu'est-ce que vous devez faire? C'est la prévention des complications et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc vous avez des diabétiques, vous les mettez sous traitement, vous dites pourquoi je vais mettre le traitement. Souvenez-vous, la première diapositive que je vous ai présentée, première conférence, j'ai dit diabète c'est quoi? C'est un état d'hyperglycémie chronique plus complications micro et macrovasculaires. Donc en fait, votre rôle c'est de prévenir les complications et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Comment? C'est en faisant une consultation tous les 3 mois, une consultation plus un bilan. Voilà, vous vérifiez votre poids, le poids du patient, sa tension artérielle. On vous a expliqué la meilleure façon de faire, c'est l'automesure de la pression artérielle. Là aussi, il faudrait vous organiser, trouver le moyen d'acheter 1 ou 2 tensiomètres ou de vous les faire acheter par d'autres personnes. Moi, j'y crois. Je vous dis à chaque fois, si vous avez un patient qui est dans le besoin, vous avez besoin d'un truc, faites l'ordonnance et donnez-la à l'imam du coin. Au cours de la prière du vendredi, vous pouvez avoir 10 000 tensiomètres. Les gens, à condition qu'ils sachent où va aller leur argent. Et puis, vous vous équipez comme ça. Vous équipez 2-3 tensiomètres électroniques, vous les donnez aux patients, ils font l'automesure et ils vous les rentrent. Si c'est un hypertendu, il va acheter son tensiomètre. Il comprendra le bienfait de cet outil sur le suivi de sa tension artérielle et vous allez le soulager. Vous lui dites, ne prenez pas la tension, vous la prenez 3 jours avant votre prochaine consultation et vous me ramenez les chiffres. Et ça ne sert à rien de la prendre en dehors, évidemment, sauf s'il fait une crise hypertensive, c'est une autre histoire, il est aux urgences. Mais sinon, ça ne sert à rien de se stresser, de prendre des tensions inutiles qui sont fausses le plus souvent. Il la prend debout chez le pharmacien, il la prend chez un autre confrère avec un tensiomètre qui n'est pas adapté, sauf contrôler toujours le brassard s'il est adapté au bras du patient quand il est trop obèse. Examen clinique, n'oubliez pas les pieds. Contrôle de la glycémie, donc vous regardez l'hémoglobine de vos patients et, si nécessaire, le profil glycémique. Si vous avez une hypertension, bien sûr, il faut l'automesure de la pression artérielle et vous vérifiez si le patient observe le régime et le traitement. Est-ce qu'il fait réellement son régime? Est-ce qu'il fait réellement de l'activité physique? Est-ce qu'il prend réellement son traitement? Est-ce qu'il sait faire de l'injection d'insuline? Est-ce qu'il prend le traitement antihypertenseur au bon moment, etc. Et puis l'éducation. Vous vérifiez, dans l'éducation, vous avez des items. Demandez à Sanofi, ils peuvent vous ramener, on a fait plein de CD sur l'éducation thérapeutique. Vous avez, c'est quoi le diabète, l'éducation du pied diabétique, l'autosurveillance, etc. Donc tous ces facteurs-là peuvent être importants pour vous et vous pouvez apprendre aux patients ce dont ils ont besoin dans leur éducation. Vous ciblez l'éducation thérapeutique en fonction du besoin de votre patient. Et là, vous le faites tous les 3 mois. Donc, c'est votre rôle. Donc, assurer une bonne éducation thérapeutique, programmée et organisée, régulière, et surtout évaluer et réévaluer. Donc, une bassine, du savon de Marseille, un gant de toilette, une petite serviette, et là, vous pouvez montrer aux patients comment, un petit flacon de vaseline, comment ils regardent leurs pieds, une petite loupe, et comment ils font l'inspection de leurs pieds, comment ils lavent les pieds, comment ils s'essuient. Ils doivent s'essuyer au niveau des orteils, etc. Donc vous leur montrez en direct, et puis ils apprennent à le faire, et c'est terminé. Vous êtes tranquille sur le pied diabétique. Du moins sur l'hygiène du pied
diabétique et ne pas passer à côté d'une lésion, par exemple silencieuse. Ce que vous devez faire également, c'est un bilan annuel chez vos patients. Et le bilan annuel a été longuement donc détaillé à travers toutes les conférences qui vous ont été données concernant la rétinopathie, la maladie rénale diabétique, la neuropathie diabétique, le Doppler, s'il y a lieu de le faire, etc. Donc en fait, au bout d'une année, chaque année, vous demandez au patient et vous lui dites, rappelez-moi de vous demander le bilan annuel. Parce que vous oubliez, vous ne savez pas, vous n'avez pas de fichier électronique, vous n'avez pas de secrétariat, vous n'avez rien. Donc en fait, qui va vous rappeler sur le bilan annuel? C'est le patient. Dites, rappelez-moi, on a fait le bilan aujourd'hui. Attention, quand une année passera, rappelez-moi de vous demander le prochain bilan. Ou sinon, faites-le, etc. Donc il faut juste renouveler l'ordonnance. Ce bilan des complications, il comprend tout le bilan des complications micro- et macrovasculaires, et vous l'étudiez. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, vous passez à la prévention tertiaire. Imaginez que vous tombez sur quelqu'un qui a déjà un infarctus du myocarde, etc. Vous passez à une étape supplémentaire. Donc, en fonction du bilan annuel, vous allez décider de la suite. Et puis, les objectifs glycémiques, vous les connaissez. Vous fixez les objectifs avec chaque patient. Vous décidez de l'objectif en fonction des critères qu'on a discuté, c'est-à-dire un objectif moins exigeant, un objectif plus exigeant en fonction des paramètres, tous les paramètres du patient. Et puis l'hypertension artérielle. Et n'oubliez pas les comorbidités qui peuvent accompagner le diabète. Qu'est-ce que les comorbidités? C'est, par exemple, une atteinte auditive. Un patient qui n'entend pas. Quand il n'entend pas, il n'écoute pas, bien sûr, évidemment. Donc, vous voyez pourquoi. Est-ce que ça fait partie de la maladie? Est-ce qu'il y a une autre maladie? Tout simple. Une hypothyroïdie peut être à l'origine d'une baisse de l'audition chez les patients diabétiques de type 2. Un syndrome d'apnée du sommeil. Si le patient s'endort pendant le jour, il fait des somnolences, il ronfle le soir, il a une hypertension artérielle résistante, etc. Donc tous ces facteurs-là vont vous orienter, c'est un patient diabétique de type 2 qui est obèse, en surcharge, vers l'apnée du sommeil. Et là, s'il a une apnée du sommeil, il ne dormira pas le soir. Et toute la nuit, il a un sommeil en pointillé, donc, et ça va retentir forcément sur son déséquilibre. Donc, il lui faut l'appareil spécial pour... Donc, on dépiste également l'apnée du sommeil. La stéatose hépatique, on vous a parlé. Un taux de testostérone bas. Ça peut empoisonner la vie des patients, en plus de la dysfonction érectile, etc. S'il a une dysfonction érectile, vous n'allez pas vous abuser à vous donner un traitement antihypertenseur qui va encore aggraver sa dysfonction érectile. L'atteinte périodontale. Donc la dentition, la denture. Ma fille me regarde là-bas, elle me surveille, denture et dentition. Donc il faut choisir le bon terme. Et puis, une fois par an, il faut voir le dentiste. Certains cancers, plus fréquents que d'autres. Au début, diabète, quelqu'un qui n'a absolument rien, il n'a ni antécédents familiaux, il n'est pas obèse, il n'est rien, on est obligé souvent d'éliminer le cancer du pancréas. Les fractures, plus fréquentes chez les patients diabétiques que les autres. L'atteinte cognitive et la dépression. Beaucoup de patients sont déprimés, arrêtent leur traitement, ne veulent plus entendre parler du traitement. Vous pouvez entraîner une dépression à l'annonce de l'insuline, par exemple, si vous n'avez mal préparé votre patient. Donc n'oubliez pas que le patient diabétique a le droit de faire d'autres pathologies. Ce que vous devez faire, c'est de ne pas, dans vos consultations respectives, escomper tout ce que peut faire un patient parce qu'il est tout simplement diabétique. Donc dès que vous voyez la glycémie, diabétique, allez là-bas. C'est la médecine interne qui va s'en occuper. Il a le droit de faire une péritonnite, le patient diabétique. Il a le droit de faire une appendicite. Il a le droit de faire un syndrome grippal, une pneumopathie, enfin n'importe quoi. Il faut le traiter. Il ne faut pas le taxer, le discriminer comme quoi il est diabétique. Il appartient à cette catégorie de spécialistes. Et là, c'est pas bon. Ça va encore aggraver la situation. Donc, il a le droit de se déprimer. Donc, en fait, vous prenez la personne en totalité. Donc, il a son diabète, d'accord, et après. Mais vous faites votre examen clinique à la recherche d'autres pathologies, ce patient diabétique.
Améliorer l'organisation du soin, c'est le 7e point sur lequel vous pouvez intervenir, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Organisez-vous. Dites, qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer l'organisation des patients, des soins des patients diabétiques. Voilà. Est-ce que la consultation du matin les arrange de plus ou celle de l'après-midi les arrange de plus? Par exemple, est-ce que je vais mettre des chaises dans la salle d'attente? Je ne vais pas les laisser rester debout parce qu'ils sont debout, ils ont une neuropathie, ils ont une artériopathie, ils ont mal aux jambes, etc. Est-ce que je vais faire passer des patients qui ont un risque d'hypoglycémie rapidement avant les autres parce qu'ils risquent de me faire une hypoglycémie? Est-ce que tous les patients diabétiques qui arrivent à la consultation ont du sucre dans la poche? Donc toujours quand ils arrivent, ils sont sous sulfamide, ils sont sous insuline. Dites, est-ce que vous avez du sucre dans la poche? Ils n'ont pas. Donc, voilà, il faut rassasier, il faut répéter, harceler les patients diabétiques jusqu'à ce qu'ils mettent tout le temps du sucre dans la poche. Et vous leur dites, si vous avez la moindre sensation, prenez le sucre immédiatement. N'attendez pas l'intervention d'un médecin, n'appelez pas le SAMU, on appelle le SAMU, on appelle l'ambulance à l'école, etc. Ben, si vous avez un enfant dans l'école qui est diabétique, il faut éduquer les enseignants, le directeur et tout le monde, les enfants, pour ne pas discriminer. Il a besoin d'aller faire pipi, il ne faut pas qu'il soit pointé du doigt. Il a besoin de manger, il est en hypoglycémie, on l'autorise à manger dans la classe. Donc toutes ces actions-là, vous devez les faire en sachant quels sont les besoins de vos patients. Et donc là, vous avez une idée sur quand orienter vos patients diabétiques vers un spécialiste. Ou quand orienter votre patient. En cas de doute de diagnostic, vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans le classique, vous avez des patients qui sont entre les deux, vous demandez un avis. Une fois par année, si vous trouvez qu'il y a dans le bilan des complications quelque chose qui vous échappe, vous avez fait le CG, vous avez trouvé une onde Q d'un ancien infarctus qui est passé inaperçu. Donc vous envoyez vers le cardiologue pour avis. Devant l'apparition d'une complication, devant un déséquilibre inexpliqué, vous avez tout éliminé. Un écart de régime, un arrêt du traitement, une infection, vous avez fait le CB des urines, regardez les dents, vous cherchez une tuberculose éventuellement, vous ne trouvez pas, vous orientez pour un avis. Une grossesse diabétique, c'est suivi généralement à l'hôpital par un spécialiste, une complication aiguë, une lésion trophique du pied, une association d'hypolipémiant, par exemple, vous voulez associer aux statines, des fibrates ou autre chose, là aussi vous avez besoin d'un avis spécialisé. L'hospitalisation pour qui? Tous les patients qui sont en déséquilibre aigu, évidemment. L'hyperosmolarité, l'acétoacidose diabétique, et puis un diabétique de type 2 qui fait une hypoglycémie, on l'hospitalise. Un type 1, on peut le resucrer et le laisser partir chez lui. Mais un type 2, il a le risque de récidive de son hypoglycémie. Donc, en fait, il faut l'hospitaliser pour être à l'abri de tout. Donc, en fait, si vous êtes dans une situation aiguë, on vous a expliqué dans l'atelier que l'étape, c'est d'examiner, de rechercher des signes de déshydratation, de prendre la tension, de voir s'il y a un retentissement de ce déséquilibre chez le patient, et puis ensuite de classer hyperglycémie simple, cétoacidose diabétique, hyperosmolarité ou autre chose, et ensuite vous hospitalisez effectivement le patient. Et puis il y a des indicateurs de santé, exemple le baromètre. Le baromètre, c'est une action qui a été menée par un comité scientifique dont je fais partie, en collaboration avec le ministère de la Santé et avec les laboratoires Novo Nordisk. Donc en fait, c'est des centres qu'on est en train d'installer dans différentes wilayas. Et ces centres permettent aux patients d'avoir un suivi sur les différents paramètres. Par exemple, je vous donne un exemple. On a 34% des patients qui ont une hémoglobine glyquée supérieure à 9%. Donc on se dit, voilà, l'objectif, c'est de diminuer de 34% à 25%. Voilà, premier objectif. On va diminuer le nombre de patients qui dépassent 9% et augmenter ceux qui ont moins de 7%. C'est un objectif, c'est un indicateur de santé sur lequel on peut agir.
Et on développe une action, c'est-à-dire on équilibre mieux les patients, on fait une meilleure autosurveillance, etc. Et on contrôle 1 an après, 2 ans après, et on va. En 2015, on était à 34%, en 2016, on est à combien? Et on évalue l'action qu'on est, et puis quand on fait à plusieurs cette action, on demande par exemple à BGA de faire la même chose, à Gigi de faire la même chose, à Djelfa de faire la même chose, à Tindouf. Le centre qui a obtenu le meilleur résultat, on va prendre en considération l'action qu'il a menée. Peut-être qu'il a fait quelque chose que nous connaissons pas, ou peut-être qu'il maîtrise, ou il a une idée un peu plus importante que les autres, et donc on suit celui qui a le meilleur résultat. Voilà, donc on mesure, on partage et on améliore. Voilà, et par exemple, vous avez ici plein de paramètres, par exemple, mesure de l'hémoglobine A1C, par exemple, on se dit, voilà, on est à 100% de la mesure de l'hémoglobine A1C. Le fond d'œil, il est réalisé à hauteur, par exemple, de 78%. Bon, l'année passée, on va passer à 80%. Et l'année d'après, on va passer à 100%. Comment? C'est d'assurer l'examen du fond d'œil à tout le monde. On n'a pas suffisamment de spécialistes pour le faire. Bon, on se débrouille à rétinographe. Le rétinographe permet de la réalisation du fond d'œil sans dilatation et bien sûr à grande échelle. Et dans ces centres baromètres, il y a toujours un rétinographe. Il y a la clinique mobile qui passe, etc. Donc on essaye de trouver la solution pour améliorer les conditions de soins et apporter une solution. La même chose pour la tension, par exemple. On peut tester la tension. Elle est supérieure à 130-80. Dans combien de pourcentage des cas? Dans 88%. Donc on va essayer de diminuer ce chiffre en mettant une action, l'automesure tensionnelle, on explique aux patients, on explique aux médecins, etc. C'est ça en fait l'action du baromètre dans laquelle vous serez inclus, puisque les médecins qui s'occupent des patients diabétiques seront dans les maisons diabétiques, seront dans les centres baromètres, etc. Donc vous serez partenaire de cette action de l'hypertension artérielle, etc. Voilà. Par exemple, méthode de référence du suivi de la tension artérielle, l'automesure de la pression artérielle. Actuellement, on est à 2,1% de patients qui pratiquent l'automesure tensionnelle. Bon, on dira, après 2 ans, il faut qu'on aboutisse à 10%. On met en œuvre ce qu'on doit faire, on met tous les besoins, combien de tensiomètres il faut, etc. Et on agit, et on réévalue après 2 ans. Ça c'est vous, c'est les généralistes de la formation chez lesquels on a fait un questionnaire il y a 2 ans ou 3 ans et on leur a demandé à peu près quelle était la pratique d'un certain nombre d'examens. Voilà. Donc 76% en 2010, en 2012 on est passé à 85%. Le fond d'œil était pratiqué à l'ordre de 77% par les médecins généralistes en 2010, on est passé à 90% en 2012. Le CG 80%, 90% réalisé en 2012. L'examen du pied 75%, après la formation, 100% examine les pieds diabétiques. C'est ça le baromètre. C'est un indicateur de santé sur lequel on peut agir après une formation, etc. Donc vous dites, je suis en train de faire passer 30 malades par consultation diabétique, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne sert à rien. Donc je vais passer à 15 malades. Eh bien, c'est votre objectif. Vous allez réaliser dans combien de temps? Il faut voir le directeur, lui expliquer, vos confrères, leur expliquer, etc. qu'en passant 15 malades, on peut les examiner, on peut les déchausser, remplir des fiches, etc. Et c'est un objectif pour vous. Donc chacun fait l'objectif, etc. Bon, conclusion. Médecin généraliste, vous êtes à la base de la prise en charge du patient diabétique de type 2. Vous pouvez participer au dépistage, au diagnostic, à la prise en charge, au suivi du patient diabétique et à son traitement. N'oubliez pas l'éducation de vos patients diabétiques, associez la prise en charge des facteurs de risque. Donc on vous a appris quels sont les bons chiffres tensionnels, quels sont les bons chiffres des lipides, quel est le bon chiffre du poids, quel est le bon chiffre de tour de taille, etc. Tout ça vous le faites et vous devez vous recycler. Cette formation d'une semaine qui est intensive, vous avez dû voir que c'est un peu, mais on n'a pas d'autres alternatives.
Mais à partir du moment où vous l'avez fait, donc vous rentrez dans le circuit du diabète, vous allez avoir plein de PU, plein de symposiums, plein de journées médicales. N'hésitez pas à chaque fois qu'il y a une journée médicale sur le diabète de participer et ça vous permettra de comparer votre activité pratique dans les ateliers, etc. à ce que vous avez appris, est-ce que vous avez changé dans votre apprentissage et je vous remercie infiniment.